Bienvenue à tous. Le 23 juillet 2023, j'ai publié une vidéo intitulée Transidentité, enfants trans, détransitionneurs, etc. Et mon propos était principalement de présenter 5 vidéos, dont 3 d'abord diffusées à la télévision par Arte, M6 et la TSR, la télévision suisse romande. Et d'encourager le public à regarder ces documents pour s'informer des réalités du phénomène transidentitaire. Alors je porte moi-même un regard pour le moins critique sur l'idéologie transidentitaire, selon laquelle l'identité sexuelle liée à la biologie devrait faire place à une identité de genre selon le ressenti de chacun. Alors outre la présentation des 5 documents vers lesquels pointe ma propre capsule du 23 juillet, je me suis exprimé à propos des enfants trans et des détransitionneurs comme cela a été annoncé dans le titre. 2 mois plus tard, il me semble opportun de répondre par une nouvelle capsule aux réactions qu'ont suscité la précédente. Je note tout d'abord que dans les commentaires apportés par les partisans de l'idéologie transidentitaire, le recours à l'invective, à l'insulte, est systématique. Pour ma part, je ne conçois pas que l'on insulte autrui pour une divergence d'opinion, pas plus que pour sa sexualité, sa transidentité ou que sais-je. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec cette idéologie, mais je me garde bien d'insulter qui que ce soit. Comme l'a, paraît-il, dit Confucius, l'invective ne déshonore que celui qui la profère, et Jésus, reprenant Moïse, dit encore plus fort, aime ton prochain comme toi-même. Il me semble donc judicieux de m'exprimer sur ce point, sur le fait d'invectiver son interlocuteur quand on n'est pas d'accord. D'autres commentaires m'invitent à m'exprimer plus clairement sur le cas des adultes qui ont recours à une réassignation de genre, parce que je parle surtout des enfants dans la vidéo, sur le discours adressé par les autorités françaises à la jeunesse, j'ai été interpellé là-dessus aussi, notamment en tant que prof, et sur la situation des personnes intersexuées dont je ne parle pas dans la précédente vidéo. Ou alors je fais une allusion effectivement maladroite. Et on me l'a fait remarquer, je vais donc revenir là-dessus. Donc voilà, c'est ce que je m'apprête à faire dans cette vidéo, donc répondre à ces questions. Exception notable à l'invective généralisée, un monsieur a commencé par m'insulter puis a fait machine arrière en me présentant des excuses et a évoqué la situation familiale douloureuse qui l'a conduit à devenir épidermique face aux gens qui s'opposent à l'idéologie transidentitaire. Revirement honnête et louable de la part de ce monsieur, mais qui n'a finalement donné lieu qu'à des explications de l'ordre du ressenti subjectif, pas à une argumentation sur le fond de mon propos et ni sur le fond du problème. C'est tout de même mieux que les autres réactions qui étaient pour la plupart sous ma précédente vidéo du fait d'une même personne qui est revenue à la charge de nombreuses fois pour m'insulter. Transphobe, facho, ridicule, l'hôpital qui se fout de la charité, hypocrite, j'en tiens une sacrée couche, et j'en passe. Et ça, c'est les réactions habituelles. Si on n'est pas d'accord avec l'idéologie transidentitaire, on est ipso facto considéré comme facho, donc comme inaudible. Autre argument, enfin aucun argument adverse n'est recevable et je ne suis pas d'accord, donc je suis méchant, donc il ne faut pas écouter mes arguments. D'où l'extrême difficulté quant à instaurer un véritable dialogue sur cette question. Et je constate que les personnes qui soutiennent l'idéologie transidentitaire veulent discuter uniquement entre elles en terrain acquis. Et c'est bien dommage. Un peu d'ouverture ne ferait pas de mal. Les sources que je cite sont donc, elles aussi, toutes dans le même sac, qualifiées de réactionnaires et fascistes. Et il me semble pourtant difficile de considérer Arte, M6 et la TSR comme des médias réactionnaires et fascistes. Et de même, ces étiquetages sur les parfaits inconnus qui apportent leurs témoignages ne sont manifestement fondés sur rien. La seule chose à retenir, c'est que toute critique de l'idéologie transidentitaire est censée relever du fascisme. C'est là la parfaite illustration de ce à quoi se heurte de façon systématique toute personne qui s'oppose à l'idéologie progressiste en général. On n'est pas d'accord, on est automatiquement associé au mal absolu. Parce que facho, qu'est-ce que ça veut dire?
Facho égale fascisme, égale nazisme, égale Hitler, égale la Shoah. Donc en domino, c'est ça que ça veut dire en réalité quand on est traité de facho. Et dès 1952, le philosophe américain Leo Strauss a décrit ce phénomène et lui a donné le nom de reductio ad Hitlerum. Donc d'après les observations, bien senties me semble-t-il, de Leo Strauss, dans une discussion politique, l'interlocuteur le plus conservateur a toutes les chances de se voir réduit comparé à Hitler. Plus récemment, un autre sociologue donnait son nom au point Godwin pour désigner le même phénomène. Or, il serait bon de se souvenir de ce qu'est en réalité le fascisme, de se souvenir de notre programme de collège. Puisqu'en tout cas en France, on a appris ça, quand on a appris ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale. Donc le fascisme est une idéologie prônant un régime dictatorial basé sur un parti unique et sur le refus total de la démocratie parlementaire. Régime qui s'est installé en Italie en 1922 et qui fut l'une des sources d'inspiration du nazisme, lequel l'a largement dépassé dans l'horreur. Rien à voir donc avec le fait de s'insurger contre les mutilations sexuelles d'enfants sous motif idéologique. Quand on m'associe à ce régime fasciste parce que je suis contre les mutilations sexuelles, je vois juste pas le rapport. La philosophe Hannah Arendt a inventé le mot totalitarisme pour décrire un régime dictatorial, ou tout régime dictatorial, qui ne se contente pas d'imposer aux opposants obéissance et silence, mais qui va jusqu'à exiger l'adhésion. Chaque citoyen, dans un système totalitaire, est censé non seulement obéir, mais adhérer en son fort intérieur à l'idéologie dominante, aimer de tout son cœur le cher dirigeant. Et c'est avec le progressisme extrémiste actuel que l'on fait parfois à des velléités totalitaires. Il faut être d'accord. Pas simplement se soumettre, mais être d'accord. Si on n'est pas d'accord, on est du côté des méchants, on a droit à des invectives et à des émojis qui dégueulent sans aucune tentative de discussion. On ne débat pas avec les fachos, c'est bien connu, et l'insulte est donc bien pratique en tant que stratégie d'évitement. Mon discours ne consiste certainement pas à dire qu'il faut harceler les personnes transidentitaires et encore moins les pousser au désespoir. Je n'aborde pas le cas de des personnes largement adultes qui désespèrent dans leur corps et tel qu'il est sexualisé et qui transitionnent après un suivi psychologique honnête. Ça, c'est un sujet beaucoup plus délicat et pour s'opposer au changement de genre et d'identification sociale d'adultes dans cette situation, il reste principalement des arguments religieux qui relèvent de la conscience de chacun et qui ne sont pas mon propos ici. Il demeure, et je ne pense pas que ces propos de ma part soient particulièrement assassins, que je suis vigoureusement opposé à deux choses, la négation de l'identité sexuelle liée au corps et son corollaire, la transition de gens très jeunes, a fortiori d'enfants. Comme je le fais remarquer dans la vidéo précédente, on observe dans la majorité des espèces animales deux catégories d'individus quant à leur capacité reproductive. La progéniture est conçue dans le corps d'un individu appelé femelle après fécondation par une gamète émise par un individu appelé mâle. En français, avec des équivalents dans toutes les langues, l'être humain mâle adulte est appelé homme et l'être humain femelle adulte est appelé femme. Mon propos est de dire que le fait que certaines personnes sont mal à l'aise dans leur corps ne permet pas de remettre en question les évidences de l'observation et certainement pas d'aller insinuer un doute identitaire chez des milliers de gens, en particulier les enfants et les adolescents. La relativisation de l'identité sexuelle est à l'origine du phénomène des enfants trans. En effet, les deux phénomènes apparaissent comme manifestement étroitement liés lorsque le gouvernement français, alors c'est un exemple, lorsque le gouvernement français, via un site du ministère de la Santé, présenté notamment comme un outil pédagogique mis à la disposition des enseignants, s'adresse aux jeunes pour leur expliquer qu'une identité de genre leur a été attribuée par défaut à la naissance au vu de leurs organes génitaux, mais que c'est à eux qu'il appartient de définir ce qu'ils sont réellement. Alors je veux parler du site onsexprime.fr et d'une page en particulier. Alors pour avoir accès à cette page, vous pouvez vous référer au PDF de la présente vidéo, lequel PDF est accessible grâce à un lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Donc, description, lien de téléchargement, PDF,
Et en note marginale 1, vous avez la référence, vous avez donc un lien qui vous amène vers cet article qui nous vient directement du ministère français de la Santé. Et donc mis à disposition des enseignants. Or, il est difficile tout de même pour un jeune être humain de trouver un équilibre identitaire. Ne rajoutons pas de troubles aux 99% d'entre nos jeunes qui ne se posent aucune question quant à savoir s'ils sont des garçons ou des filles. Il n'appartient certainement pas à la santé publique ni à l'école de déstabiliser nos enfants, et je parle en tant que prof, nos élèves. Avec plus ou moins d'aménité, deux personnes dans les commentaires de ma précédente vidéo ont attiré mon attention sur le cas des personnes intersexuées. Alors je vous lis le commentaire le plus aimable. Vous dites aussi qu'une personne intersexuée possède forcément des chromosomes XX ou XY, ce qui est faux. Il existe d'autres systèmes chromosomiques qui sortent de ce schéma. Bien vu, en effet, je n'ai pas parlé des trisomies dans ma précédente vidéo. Les personnes qui présentent une trisomie ont une paire de chromosomes sur 23 qui présentent un chromosome surnuméraire. Donc au lieu d'avoir 46 chromosomes, ils en ont 47. Alors le syndrome trisomique le plus connu, c'est la trisomie 21, qu'on appelle également le syndrome de Down. Les personnes affectées, donc on appelle communément les trisomiques, hein, c'est le cas qu'on connaît le mieux, sont clairement, donc ces personnes sont clairement identifiées comme hommes ou comme femmes, garçons ou filles à la naissance, avec 22 paires de chromosomes XY et une paire, la 21e, qui est XXY. Et si ce sont des femmes, ben 22 paires XX, et la 21e paire, elle est XXX. Donc là, il y a une trisomie sans ambiguïté sexuelle. Un cas souvent associé par les partisans de la remise en question de l'identité sexuelle, liée à la biologie, est le syndrome de Klinefelter. C'est une autre forme de trisomie. Il touche des sujets qui ont 22 paires XY et une paire est XX suivie d'un chromosome surnuméraire Y. Donc les auteurs les plus souvent cités dans le domaine du syndrome de Klinefelter sont trois endocrinologistes danois de l'université d'Aarhus et qui ont publié un article en 2003 dans une revue scientifique américaine. 2003 et non 2022, comme je l'ai dit par erreur en réponse à un commentaire de la précédente vidéo. Et là encore, en note marginale 2, vous avez les références de cet article et même un lien qui mène vers cet article, donc dans le PDF de cette vidéo-ci. Alors, donc l'étude danoise révèle que les personnes présentant un syndrome de Klinefelter sont identifiées sans ambiguïté à la naissance comme des garçons dans 92% des cas. Le rapport ajoute que selon toute vraisemblance, 3/4 des cas passent carrément inaperçus, donc 92% sont des garçons sans ambiguïté, 8% il y a ambiguïté, mais 8% de ceux que l'on identifie immédiatement. Donc, toujours selon le rapport danois, il semblerait que 3/4 des cas passent inaperçus, ce qui laisse entendre qu'il n'y a ambiguïté sexuelle à la naissance que chez 2% des personnes atteintes par le syndrome de Klinefelter. Certaines de ces personnes, certains de ces hommes ont un pénis et des testicules atrophiés, pas tous, mais même ceux qui ont un pénis et des testicules atrophiés n'en ont pas moins un pénis et des testicules, ainsi que des glandes mammaires qui présentent un certain développement à la puberté, mais ils n'ont ni vagin, ni utérus, ni ovaire. Ce sont biologiquement des hommes. L'étude danoise précise que bon nombre des cas identifiés lors de syndrome de Klinefelter sont identifiés lors de recherches concernant la stérilité. Il s'agit d'hommes qui ont des relations je dirais classiques, pénovaginales avec une compagne, et qui se rendent compte qu'ils sont stériles. Comme quoi de nombreux patients présentant le syndrome de Klinefelter sont dotés d'un pénis qui leur permet d'avoir des relations sexuelles. Donc un pénis fonctionnel. Et il reste 2 à 8% des garçons présentant un syndrome de Klinefelter qui sont difficiles à identifier sexuellement à la naissance. Or, un homme avec un petit pénis reste un homme. Il demeure donc qu'il n'existe pas d'être humain qui, à la naissance, ne soit pas génétiquement de sexe masculin ou féminin. L'hermaphrodisme qui, chez certaines espèces animales, consiste pour un individu à pouvoir se reproduire tantôt en tant que mâle, tantôt en tant que femelle, n'existe pas dans l'espèce humaine.
Contrairement d'ailleurs à l'illustration que j'ai mise donc sur la miniature de cette vidéo, où effectivement cette statue romaine du IIIe siècle présente un personnage euh, avec un sexe masculin en érection et une allure féminine pour ce qui est du haut du corps. Là encore, ça relève en fait de la mythologie. Il m'a également été demandé ce que je pense des mutilations d'enfants intersexués. En effet, il n'est pas rare qu'en cas d'ambiguïté sexuelle à la naissance, on procède, avec l'accord des parents, à une opération de vaginoplastie, la construction d'un vagin, pour faire de l'enfant une fille par facilité. Il est plus facile de faire quelque chose qui ressemble à une vulve, à un vagin, que quelque chose qui ressemble à un pénis et à deux testicules, a fortiori avec la croissance de l'enfant. Et on agit de la sorte, on opère de la sorte, sans tenir compte ni de la réalité chromosomique, ni de l'intérêt de l'enfant, ni de ce qu'il peut bien vouloir par la suite. Et tout ce qui est pris en compte dans cette démarche, c'est le malaise des parents qui ne veulent pas présenter leur enfant, qui ne peuvent pas présenter leur enfant comme un garçon ou comme une fille. Dans le cas du syndrome de Klinefelter, l'enfant, transformé visuellement en fille, est en réalité chromosomiquement un garçon. Donc quant à la question de savoir ce que je pense des mutilations d'enfants intersexués, quelle que soit la nature de leur intersexuation et quelle que soit la nature de la mutilation, bien ce que j'en pense, c'est très simple, c'est parfaitement dégueulasse. Mais alors que faire? Dans l'histoire, des solutions intéressantes ont été trouvées, et pas récemment. Une loi en Prusse de 1794. C'est quand même ancien dans l'histoire. La France est en pleine révolution, et je crois me souvenir que c'est l'année de naissance de Voltaire. Donc ça ne nous rajeunit pas. Donc en Prusse, une loi de 1794 a été introduite selon laquelle, au cas où un enfant naissait avec des organes sexuels ambigus, c'est-à-dire micropénis et orifice vaginal, ce qui est extrêmement rare, même en cas de syndrome de Klinefelter, eh bien les parents décidaient le genre sous lequel ils voulaient élever leur enfant. Et à 18 ans, donc avant d'être majeur, l'enfant décidait sous quel genre il voulait vivre. Je trouve ça plutôt pas mal, comme je dirais, compromis pragmatique. Alors là encore, vous avez les références dans le PDF. Alors, l'article que j'ai consulté et qui se trouve dans le numéro de janvier 2014 de la Revue d'Histoire du 19e siècle, donc j'ai consulté en ligne, précise que le législateur prussien s'est inspiré de lois germaniques du Moyen Âge, ce qui est extrêmement vague, mais ce serait intéressant effectivement de pousser les recherches plus loin pour savoir ce qu'il en était dans les siècles passés du traitement social des enfants dits hermaphrodites, qui en réalité ne présentaient donc pas, comme je l'ai dit, un hermaphrodisme complet. En tout cas, des enfants qui à la naissance étaient difficilement identifiables quant à leur identité sexuelle. Alors pour conclure, je ne prévois pas de troisième capsule sur le thème de cette vidéo et de la précédente, hein, sur le thème de la transidentité, mais il demeure possible de commenter celle-ci, comme il demeure possible de commenter encore la précédente, et je serais ravi de trouver des commentaires de fond, en toute bienveillance. À bientôt sur Foi Vivante Vidéo, et n'hésitez bien sûr pas à vous abonner.